Présidentielle au Sénégal, nous venons d'en parler, nous allons continuer par en parler avec nos invités de Ça se discute. Je m'appelle Sadio Habib Adjaï, acteur politique, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir amis, bonsoir téléspectateurs. Julio Tometti, analyste politique, gérant du cabinet juriste et associé, bonsoir. Bonsoir Xavier, bonsoir au plateau et aux téléspectateurs. Mohamed Yamidi, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir au plateau. Habib Adjaï, Bassirou Diomaye Faye, vainqueur au premier tour au Sénégal. Qu'est-ce que cette élection vous a inspiré? L'issue de ce scrutin, on va dire. Bon, c'est sans grande surprise parce que avoir la manière dont tout le soutien qu'il a eu dans la classe politique, les anciens présidents, certains candidats. Bon, un ancien président. Bon, un ancien président, tu vois. Bon, ok, pas des moindres. Et en plus de ça, les désistements qu'il a eu en sa faveur. Et toute la coalition qu'il a portée. Bon, 2 désistements. Ben, ça fait plusieurs. C'est des candidats. Des désistements qu'il a eu en sa faveur. Il n'y a pas de petits candidats. En fait, c'est le poids que cela fait dans la balance électorale, dans la communication électorale, politique, je veux dire. Donc, du coup, quand un candidat désiste en faveur d'un autre candidat et que ce candidat, fût-il un tout petit candidat ou pas, le poids que ça fait dans la communication politique, c'est énorme dans la conscience de l'électeur. Donc, pour résumer, il a eu quand même des soutiens de la classe politique, de la coalition, de l'opposition, pour savoir la jeunesse, des mouvements de la jeunesse qui quand même ont travaillé aujourd'hui pour se donner quand même un nouveau président, un nouveau visage au Sénégal. C'est tant mieux dans la mesure où l'alternance a été réalisée de façon plus simple. Nous avions eu au Sénégal une campagne, à la fête, les gens ont fêté en faisant campagne, Dieu merci. Et aujourd'hui, la stratégie de Sonko n'a pas manqué de payer parce que n'oubliez pas que ces élections, Bassirou Diomaye Faye, en le disant chaque fois, on sera habitué, n'était pas partant, n'était pas vu pour être présidentiable avec tout ce qui s'est passé avec notre, quand je dis notre ami, je veux parler de Sonko, et avec les démêlés qu'il a eu avec la justice, avec le pouvoir, la prison. Il a anticipé dans sa stratégie en faisant des vidéos qui ont été réalisées, déposées, pour se dire, au cas où j'irai en prison et que je ne serai pas sorti, au cas où on m'empêcherait d'être candidat, voilà, il faudrait quand même que je prépare quelqu'un pour porter la candidature. Quand il s'est avéré que c'est définitif, il ne devait plus être candidat et que les candidatures, le jeu était bouclé, il fallait maintenant que les candidats s'adressent à la nation. Ces vidéos réalisées ont été mises sur la circulation, son message, son discours ont été injectés dans l'opinion publique et que toute la masse, la foule de la jeunesse qui était derrière lui se sont dit finalement, donc nous allons porter notre choix sur ce que notre leader a désigné. Et ça a donné ce que vous avez vu. Moi je dis c'est pour le bonheur, la joie des Sénégalais. Julio Tometti, l'issue du scrutin. En fait, moi, je veux commencer par d'abord féliciter les acteurs, les acteurs qui ont permis que ceci soit. En fait, le Sénégal est passé par beaucoup de tumultes, comme ils en ont l'habitude, en fin de mandat, et ça se solde pour la plupart par des alternances réussies. Donc ça, en fait, c'est pour saluer. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais pour reconnaître, en fait, comment dire, tout ceci d'abord au président sortant Macky Sall. Tout ceci n'a pas pu être sans lui, en fait, parce que souvenez-vous, il y a des présidents qu'on a connus qui sont des jusqu'au-boutistes. Quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, Macky Sall a su lâcher les choses au moment où il fallait. Souvenez-vous, lorsque le Conseil constitutionnel avait rendu sa décision, je me rappelle, je ne sais pas s'il était en mission ou bien si c'est de son propre gré, le ministre des Affaires étrangères
juriste, professeur de droit, qui avait tenu en fait une analyse tendant à faire croire que le Conseil constitutionnel n'était pas fondé en fait pour connaître d'une réforme constitutionnelle, puisque c'est la Constitution qui a vu naître en fait le Conseil constitutionnel. Donc on est rentré comme nos intellectuels ont l'habitude pour rentrer dans un débat doctrinal. Et le premier acte que Macky Sall a posé, tout le monde l'y attendait, en fait, c'est d'avoir accepté d'une certaine façon en fait la décision du Conseil constitutionnel, avait pris acte de la décision du Conseil constitutionnel. Et en organisant le dialogue national, même si tout le monde n'était pas partant, mais en ayant son agenda de dire je veux en fait faire décrisper d'une certaine façon l'atmosphère politique. Et le dernier acte, c'est d'avoir pu acter d'une certaine façon la loi sur l'amnistie qui a permis, il faut pas l'oublier, qui a permis en fait que Sonko et consorts puissent sortir des liens de la détention. Et donc c'est ça qui a permis en fait ce vent favorable à ce que nous avons observé. C'est vrai qu'il faut rappeler que tout le monde n'était pas d'accord. Même si comment on appelle le délai pour l'élection, pour la campagne a été raccourci, mais le peuple sénégalais n'avait plus besoin de campagne parce qu'en vérité, ça agissait beaucoup plus en fait, c'est comme une élection référendum d'une certaine façon. Et vous l'aurez constaté dans les résultats. C'était pour ou contre, c'est pourquoi quand vous parlez tout à l'heure on a fait tout ça, ça n'a pas eu grand effet. Le combat c'était entre le candidat du PASTEF et le candidat de la mouvance. Et vous l'auriez pu constater, les Sénégalais n'ont pas dispersé en fait leur voix. Les deux, en tenant compte des chiffres provisoires, en attendant que ça se confirme, les deux, Amadou Ba et Diomaye Faye, ont condensé près de 90% en fait du tout. Les autres là, on peut considérer parce qu'il y a, je le disais toujours en fait sous réserve, en fait des chiffres officiels, on a 56 à 38 environ, d'une certaine façon. Donc en fait, on sait véritablement ce qu'il y a lieu de faire et tout, et donc le jeu a été joué. C'est pourquoi certains candidats ayant vu venir ont compris en même temps qu'il était très tôt, qu'il serait mieux en fait de se rallier déjà à la masse gagnante, c'est ce qu'il y a. Donc en fait, il faut aussi témoigner toute la reconnaissance au peuple comment dire, sénégalais. Je ne vois pas grand mérite en fait à Bassirou Diomaye Faye. Tout le mérite pour moi en fait c'est pour le peuple sénégalais. C'est maintenant en fait à partir de maintenant que si Diomaye Faye est capable de quelque chose, il saura démontrer au peuple sénégalais, parce que je considère qu'il ne faut pas voler en fait au peuple son combat. Mohamed Yamini, vous faites la même lecture que Julio Tometi? Au-delà même de ça, parce que en réalité, c'est que quand on observe les choses et quand on met tout bout à bout, on se rend compte que tout a été mis en œuvre, tout a été concordé. Tout ce qu'il fallait était rassemblé pour la victoire du candidat qui a gagné. En partant simplement du fait que on se rend compte que finalement, je ne sais pas si c'était quelque chose qu'il désirait et qu'il refoulait violemment, mais c'est que finalement c'est ce que le président sortant ne voulait pas. C'est ça qui a fini par arriver. Et on a déjà vu ça une fois. On a même déjà vu ça une fois ici au Bénin. C'est pour dire quoi? C'est pour dire simplement que quand le peuple vote, le peuple gagne. Ça, moi je le dis toujours. Cette victoire, c'est la victoire de la démocratie. C'est la victoire du peuple sénégalais, mais surtout, c'est la victoire de la jeunesse sénégalaise qui a cru dès le départ, depuis toujours, parce que c'est la ligne du parti, en fait, qui a bénéficié aux candidats. De sorte que quand même le cheval sur lequel tout le monde misait au dernier moment ne partant plus, quand on a dû remplacer, c'est-à-dire qu'on a mis quelqu'un d'autre dans le même casier, ça a pris, parce que la ligne était claire, parce qu'il y avait une certaine symbiose, une certaine symphonie. Il y avait aussi la fidélité. Il faut voir aussi qu'entre Bassirou, celui qui a gagné, et Sonko, il y avait une parfaite harmonie, il y avait une concordance, il y avait une concorde. Ça se lisait clairement. On savait que quand il y avait un numéro 1, il pouvait avoir un numéro 2. Et donc, je ne vais pas dire très tôt que Sonko a préparé la relève, mais il savait que si ce n'est pas moi, ça peut être tel. Donc, il n'y avait pas, en réalité, le débat n'était pas concentré sur quelqu'un. Donc, pour moi, je ressors là, en termes de communication, je ressors la ligne du parti.
Et je dis ça souvent, la campagne, ce n'est pas en 2 semaines ou en 3 semaines des élections là que la campagne se fait. Toute la campagne avait été déjà faite avant même que l'histoire du dialogue politique n'intervienne, tout ça, la campagne, tout était déjà clair. Et c'est surtout l'engagement de la jeunesse, je le répète encore, de la jeunesse sénégalaise qui a payé, qui a toujours cru et qui a toujours fait ce qu'il fallait parce qu'il croyait en l'idéal que prônait un parti et non en une personne. Parce que si c'était en une personne, dès lors que Sonko a quitté le jeu, les gens allaient, enfin, ceux qui croyaient en ça allaient désister. Donc, on a vu que cela est... Je suis sur ce point. Quelle est la part de la croyance en l'idéologie du parti et quelle est la part de croyance, en tout cas de conviction dans le leader Ousmane Sonko? Parce que même pour le peu de jours de campagne qu'on a eu, en réalité, c'est Sonko qui parlait la plupart du temps. Donc, quand vous dites idéologie, d'accord. Parce qu'il a su incarner le parti dès le début. C'est ça, en fait, ce que nous disons, ce qu'on dit ici. Quand vous incarnez le parti, vous respirez tout ce que vous avez à dire, c'est comme si vous vivez ça. Et les gens, en voyant le parti, vous voient, en vous voyant, ils voient le parti. Et donc, à partir de ce moment, quand vous dites ce que vous dites là, les gens croient en ça, ils viennent avec vous, ils croient en cet idéal avec vous, et ils portent ça avec vous, ce qui manque pas ailleurs. Et les débats qui se menaient, ça se faisait sur des idées, ça se faisait sur la réalité du peuple sénégalais. Ça se faisait sur des questions du quotidien, des aspirations surtout de cette jeunesse. C'est de ça qu'on débattait là-bas. On ne débattait pas des questions de personnes. Oui, bon, en même temps, vous semblez romancer un peu tout ce qui s'est passé au Sénégal après coup. Parce qu'on a vécu les séquences d'insultes, de griefs, de... Voilà. Les intrigues c'était pas aussi, les intrigues politiques, aussi romancé, aussi beau comme évidemment, les intrigues politiques, ça ne manque jamais. Mais il faut aller voir quelle est la source, d'où est-ce que c'est parti. Parce qu'on a permis aux gens d'émerger, les gens ont d'abord cru. Le fait, bon, ce dont on parle maintenant, celui qui est finalement président maintenant, c'est un fonctionnaire, hein, j'imagine. Oui. Mais est-ce que a gagné contre son ancien patron. Oui. Mais avant même d'aller là, le fait même de pouvoir militer, ancien de patron défendre, et ancien professeur, de défendre un idéal, de défendre des idées. C'est en fait pour moi tout le débat pour moi est là. Ce qu'on n'arrive pas toujours à faire sous d'autres cieux, c'est là en question. Ça pose encore le problème de la question, le problème de l'animation de la vie politique et du débat politique, de l'orientation que l'on donne au débat. Il ne s'agissait pas en réalité d'Ousmane Sonko contre, on peut le caricaturer ainsi, mais Ousmane Sonko portait un idéal, portait une certaine valeur. Ça, il portait les aspirations d'une certaine jeunesse qui se retrouvait à travers lui. C'est ça en réalité ce qui manque ici. Donc on pouvait faire des débats sur ce à quoi les gens aspirent et ce qui ne veulent pas. Ce qui a toujours manqué ailleurs. Donc moi, je voudrais insister sur le fait que cette jeunesse, elle a été engagée. Elle n'a jamais manqué à aucun moment de montrer son engagement. Toutes les fois où il était nécessaire de montrer l'engagement, la jeunesse là faisait ressentir ça. Et quand je parle d'engagement, je ne parle pas d'engagement Facebook, WhatsApp, réseaux sociaux. Je ne parle pas que de ça. Parce qu'il y a aussi ça qui compte. Mais il faut aller au-delà de ça et manifester ça ailleurs, sous d'autres cieux. C'est seulement sur Facebook, sur les réseaux sociaux que vous allez voir les jeunes en train de dire ci ou ça. Mais quand il s'agit de poser des actes, quand il s'agit de mobilisation, de croire en l'idéal, en ce qu'on a l'impression, vous ne les trouverez simplement pas. Et donc, c'est de ça que les questions. Et moi, si pour moi, il y a une leçon à tirer de ça, c'est de voir ce que cette jeunesse a fait et que dans les autres pays, notamment aussi le nôtre, qu'en tant que jeunes, nous puissions comprendre que l'engagement, c'est quelque chose de déterminant en politique et que il faut arriver, il faut dépasser les clivages, il faut surpasser tout ce qu'on est en train de faire là, il faut aller vers c'est pour ça que quelque part ce qui se fait, la loi qui s'est votée dernièrement en ce qui concerne le code de l'étoile, ça n'est pas mal pour qu'on puisse expérimenter quelque chose de nouveau d'où on pourra tirer de vraies aspirations. Pour ne pas me répéter, je pense que pour moi c'est une leçon et on doit apprendre de ça, on doit tirer la leçon de cela, qu'on puisse implémenter ça chez nous aussi et que de tels laboratoires émergent partout dans les pays africains, sinon ouest africains, parce que la démocratie était vraiment en difficulté et ce qui vient de se passer montre que on peut critiquer. Ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un modèle parfait, mais ça reste toujours le meilleur moyen pour le peuple de s'exprimer. Badiaï, est-ce que vous rendez hommage à Macky Sall comme Julio l'a fait, un président qui, on va dire, quelque peu s'est pris le pied dans le tapis, a essayé un temps soit peu de sauver les meubles,
de s'offrir peut-être une porte de... Les Sénégalais apprécieront une porte de sortie honorable? À tout seigneur, tout honneur. Peu importe ce qu'on dira de Macky Sall, il est aujourd'hui dans l'histoire. Peu importe quelle coloration on donnera à l'histoire de Macky Sall d'un temps X à un temps Y, à partir d'un moment A jusqu'à X, tout au moins, entre X et Y, même si ça fait, je ne sais pas, quelques centimètres, un pas, Macky a réussi quand même à redorer son blason, à donner au Sénégal tout ce qu'il y a de meilleur aux Sénégalais sur le plan politique avant de pouvoir quitter le 2 avril prochain. Macky Sall, quand même, c'est celui-là quand même qui a su prendre du recul. Et cela nous amène quand même, acteurs politiques, à savoir prendre du recul à certains moments. À savoir dire maintenant, je crois, jusqu'au boutisme, ça n'apportera que malheur au pays. Or, si nous aimons notre pays, nous aimons vraiment, nous nous engageons à pouvoir gouverner, être au sommet de nos États, et que vraiment nous aimons notre pays, à des moments donnés, pour une raison ou pour une autre. Moi, je ne m'érige pas en juge. Macky a donné le meilleur de lui-même au Sénégal et aux Sénégalais. Macky, quand même, a construit le Sénégal. Macky a un bilan. Macky a un bilan en termes de réalisation, il a aussi un bilan politique. Bon, les Sénégalais pourront l'apprécier suivant leur position, peut-être en bien ou en mal, bon, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. À travers cette élection, ils l'ont quand même apprécié. Non, à travers cette élection, non seulement les Sénégalais, le monde appréciera que Macky Sall, quand même, a réussi à donner aux Sénégalais et aux Sénégalais ce qu'il y a de meilleur sur le plan politique. Et moi, ici, en tant que béninois, j'ai fait la lecture de la chose. D'ailleurs, même, il a félicité déjà le président entrant. Bon, enfin, quand je dis entrant, qui sera président entrant, élu, je vais dire entrant dans quelques jours. Il l'a félicité, toute la classe politique pour avoir réussi quand même à faire des élections pacifiques. C'est important. Son candidat aussi a félicité le nouveau président élu. Donc, c'est à l'actif de Macky Sall. Peu importe ce qu'on dira aujourd'hui, tout Macky Sall, le démon a été oublié. C'est Macky Sall l'ange qui est là et qui partira à sa retraite certainement pour ses repos paisibles désormais. Donc voilà. Alors aujourd'hui la victoire de la jeunesse sénégalaise, est-ce que comme Mohamed Yamil le dit, ça peut faire émulation ailleurs? Est-ce que c'est vrai qu'au Sénégal, c'est plus de la moitié de la population, environ 75% de la population a quand même moins de 25 ans. Donc c'est une autre dimension. Est-ce que pour vous, cette jeunesse-là, la leçon que cette jeunesse-là vient de donner, ou du moins le résultat de cette présidentielle, un président de 44 ans, même si peut-être c'est inédit en Afrique, mais on a vu Macron, on a vu Bill Clinton il y a quelques années, ce n'est pas inédit ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'on peut tirer quelque chose de commun ou d'exploitable pour les autres pays, pour les jeunesses des autres pays? Oui, je pense qu'on peut tirer beaucoup de leçons de cette élection sénégalaise, mais déjà même bien avant. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est quoi? Il y a tantôt, je parlais de mérite, pour dire tout le mérite est pour le peuple sénégalais, mais il faut arriver en fait à un moment donné à détecter en fait ce que veut la masse d'une certaine façon. Je pense qu'en fait les initiateurs du PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail. Bon, on doit dire, pour être précis, que ça n'existe plus. Le parti n'existe plus. Bon, créé en 2014, ça a été dissous. Ça a été dissous. En juillet 2023, mais vous savez, c'est dans la tête du Sénégalais, du jeune Sénégalais, comme vous êtes en train de dire, c'est toujours en fait le PASTEF. Le PASTEF est dissous sur papier, selon un truc là de formalisme, mais en fait le PASTEF demeure en fait dans le cœur des Sénégalais.
Sénégalais, parce que les valeurs que porte le PASTEF, il faut le rappeler, c'est le patriotisme, le panafricanisme et le populisme de gauche. Et donc, en fait, ces acteurs, à un moment donné, on peut déceler, en fait, ce qui était fondamental aux Sénégalais pour constituer, en fait, une certaine alternance. Comme le disaient certains auteurs, je suis leur chef, donc je les suis. Il ne s'agit pas véritablement, en fait, aux leaders de proposer la marche à suivre. Il s'agit aux leaders d'identifier, en fait, ce qui constitue les besoins, les attentes réelles. Et c'est sur ça que vous pouvez proposer, en fait, une option pour aller, en fait, pour résoudre ces besoins, pour marcher selon, en fait, ces attentes-là. Et donc, c'est ce que, en fait, les leaders du PASTEF en fait, vous me permettez de parler toujours ainsi, même si vous soutenez que le parti n'existe pas. Le défunt bon, on attendra de voir que dans les jours à venir, ce que ça va venir. Je me demandais à un moment donné que c'est tout le vent, en fait, de relâchement en fin de mandat, si ça n'aurait pas peut-être d'effet sur le PASTEF, parce que le PASTEF était aussi victime, en fait, de cette chasse aux sorcières, il faut le dire. Donc, la justice sénégalaise a dit autre chose. Les gens du PASTEF ont quand même, en fait, décelé, comme je le disais tantôt, en fait, ce qui est des attentes fondamentales. De sorte qu'aujourd'hui, en fait, vous allez constater, ce n'est plus véritablement la personne qui compte. Vous savez, Diomaye Faye, c'est un candidat de substitution. D'autres disent, même le troisième ou le quatrième, que ce soit qu'on va mettre là, et la philosophie derrière le parti, ou tout ce qui a été fait depuis quand le parti est rentré vraiment dans les fédérations en 2017-2018, tout ce qui a été fait, qu'importe celui qu'on aurait mis là, en fait, aurait pu remporter cette élection. Parce que, comme je le disais, donc ici, il s'agit en fait d'une idée que les gens portent. L'autre élément, c'est quoi? Il s'agit du rejet, en fait, d'un système, du rejet d'une gouvernance qui, à un moment donné, a montré ses limites. Il ne faut pas l'oublier. Les circonstances dans lesquelles le PASTEF s'est créé. Le PASTEF, c'est d'abord, les leaders du PASTEF, c'était d'abord des leaders syndicalistes qui, à un moment donné, ont commencé par dénoncer, non même pas des éléments politiques, mais des questions d'ordre financier, de gabegie financière, des questions de corruption ou de mauvaise gestion des ressources naturelles, ce qui constitue en fait, les ressources fondamentales en fait du Sénégal. C'était parti de là. Donc, et le mouvement syndicaliste, d'une certaine façon, bon, ces leaders syndicaux s'étaient mués d'une certaine façon en parti politique qui a commencé et non pas faibli. Vous savez, on a comment on appelle, radier des gens de la fonction publique, mais ça ne leur a rien fait. Comme les derniers éléments, on a emprisonné, mais de la prison, les gens continuaient de porter leurs convictions. De la prison, les gens continuaient à voir en fait une certaine fougue au sein de la population qui portait toujours leur idéal. À partir de ce moment-là, vous êtes en prison physiquement, mais votre âme n'est plus en prison, vous êtes toujours plus libre, même pour ceux qui vous ont peut-être mis dans les liens de la détention. Donc, pour dire que, à partir de ce moment-là, c'est de trouver en fait l'alchimie. Quand vous voulez porter les idéaux d'un peuple, il faut trouver en fait l'alchimie pour rester encore concordant avec les aspirations de ce peuple-là et y trouver la manière, mais soit même d'une certaine façon en fait s'entourer d'un certain nombre de vertus. C'est ce qui s'est passé et donc nous allons simplement dire bravo au peuple sénégalais pour avoir encore une fois difficilement réussi l'alternance, comme le disiez, ça doit faire tic d'une certaine façon. Excusez-moi de le dire, hein. J'ai vu le week-end écoulé des jeunes béninois un peu plus, même il y en a un peu plus de la quarantaine, qui se sont réunis et c'est pour toujours comme nous avons l'habitude de faire. Je ne peux pas même parler c'est une question de suscitation de déguiser d'une certaine façon. Nous refusons de prendre notre destin, nous refusons de nous donner une idée, nous refusons de nous donner en fait une ligne de conduite et on est peut-être très rassurés ou bien peut-être très convaincus que notre rôle ne peut être que en fait le rôle de porteur ou le rôle de griot d'une certaine façon. Et véritablement, je pense que ce qui s'est passé au Sénégal, ça doit faire tic. Comme on le dit, en fait, la masse ne porte pas les révolutions, c'est un petit groupe. Et j'ai bon espoir que depuis le petit coin du Bénin, une lumière jaillira et ça va finir par s'étendre. Alors, maintenant, l'autre question, c'est, comme on le dit à chaque fois, le plus dur commence, surtout pour ce parti, ces attentes qui sont créées pour la population dans son ensemble, parce qu'il y a eu, le PASTEF, c'est un discours de rupture, panafricanisme, ainsi de suite. On sait le contexte dans lequel on baigne aujourd'hui, des ruptures d'ordre constitutionnel à gauche et à droite. Maintenant, on verra
pied du mur, comme on le dit. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Absolument, on verra. Et ce on verra là, c'est pas que pour le PASTEF, c'est à la fois pour le PASTEF et pour tous ces électeurs-là, pour toute cette jeunesse-là qui a cru en ce parti-là et qui l'a porté au pouvoir. Parce que il ne faut pas encore une fois de plus qu'il donne raison à quelqu'un qui n'est pas non plus loin du Sénégal, qui a toujours dit que l'émotion est nègre, et que après la raison revient. Le peuple a déjà fait ce qui s'est fait. C'est-à-dire rejeter quelqu'un, prendre quelqu'un d'autre, rejeter un système, propulser un autre système pour voir ce que ça va donner. Mais sur la base de ce qu'on peut appeler adhésion à une offre. Maintenant, c'est de voir quel est le contenu de l'offre. Est-ce que l'offre était essentiellement basée sur les questions de dénonciation, de KBJ, de ci, de ça, qui peut susciter l'émotion, l'émoi d'une certaine classe qui se dit que, ah, voilà, eux, ils sont privilégiés, nous ne le sommes pas. À ce moment-là, peut-être que ce qui aurait été fait, c'est qu'on aurait surfé sur la, enfin, je vais pas dire la misère, mais de cette jeunesse-là et le manque, le besoin que cette jeunesse a. Parce que pour que des jeunes puissent croire en vous et vous porter, comme ça a été le cas au Sénégal, ça veut dire qu'ils ont adhéré à votre offre. Mais quelle est cette offre-là en réalité? C'est ça en fait, d'une part, le problème qui existe ici. Ici, l'offre-là n'est tellement pas claire, pour ne pas dire que l'offre n'est pas inexistence, au point que les jeunes ici ne croient pas, ils n'adhèrent pas. Allez voir le nombre de jeunes qui postulent à Accès Canada, à Campus France, à, je sais pas, en tout cas, tous ceux qui pensent que le mieux-être là est ailleurs et que au Sénégal aussi, le Sénégal est plus fort. Je ne dis pas, d'immigration clandestine. Je ne dis pas non. Clandestine, oui, mais ici, ce dont je parle, c'est même pas de l'immigration clandestine, hein. C'est des gens qui pensent carrément que ce qui se passe ici, là, ils ne se retrouvent pas dedans. L'offre que les gens font ici, là, ça ne les emballe pas. Nos jeunes d'ici, plus jeunes même que moi qui parle là, quand vous leur parlez, ils ne croient pas en vos histoires de politique là. Pour eux, c'est peut-être à la limite chercher à aller poursuivre leur étude et trouver leur meilleure vie ailleurs. C'est ça, ça veut dire que les gens ne croient pas en ce qui... Ces jeunes-là, cette jeunesse ne croit pas en l'offre politique ou en ce qui se fait, en l'idéal que les gens prônent ici. Maintenant, si je reviens à ce qui s'est passé au Sénégal, quand vous parlez de le plus dur est fait... Non, le plus dur reste à faire. Le plus dur reste à faire, pardon. C'est de dire que si l'offre politique existait réellement, à savoir que nous connaissons le parti, nous connaissons la ligne du parti, nous connaissons l'offre du parti, c'est-à-dire en matière d'éducation, en matière d'énergie, en matière de développement, tout ce qui a aspect au développement et au bien-être social, voilà ce que prône le parti. Il revient maintenant à ceux qui ont milité, au peuple, dans son ensemble, parce que c'est la volonté générale qui porte quelqu'un au pouvoir, dans sa volonté générale de voir ce qu'ils nous ont dit là. Est-ce que réellement c'est ça qu'ils sont en train de faire? Parce que si ça s'est passé ainsi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple, dans sa volonté générale, sait à quoi s'attendre de la part de ceux qui ont eu le pouvoir. Et donc, il ne devait pas se surprendre après de ceux qui sont en train de prendre telle direction. Ah, ce n'est pas ce qu'on avait dit. Ou que ceux qui ont gagné viennent dire, mais pourtant, j'avais dit que j'allais faire tel. Mais comment vous pouvez être surpris maintenant de ça? Donc, vous voyez, ce débat-là va continuer à exister. C'est là qu'on va suivre. Est-ce que c'est réellement sur la base de l'offre que la gouvernance est en train d'être menée, ou bien c'est carrément autre chose, ou bien on avait juste fait sur les errances de la gouvernance du président sortant pour pouvoir faire miroiter quelque chose au peuple, quitte au peuple maintenant de découvrir en réalité que bon, on a encore fait un choix par défaut comme savent le faire la plupart du temps les Africains qui ne misent pas leur choix souvent sur les projets de société de ces candidats-là. Donc cela est une chose. L'autre chose pour moi, cela étant dit, ce n'est qu'à l'épreuve qu'on verra si réellement le nouveau président répond réellement aux aspirations du peuple sénégalais qu'il a porté dans sa majorité. Pas en détruisant ce que l'autre avait fait, mais en conservant ce qu'il y a de bien dedans et surtout sur ce que même il reprochait à la gouvernance précédente de voir quand eux ils sont arrivés là maintenant, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre? Est-ce que le peuple va se retrouver mieux dedans? Ceux qui manquaient de l'essentiel, ceux qui n'avaient pas de boulot, ils vont pouvoir trouver par le système qu'ils vont mettre en place et vivre mieux, parce que ce à quoi on aspire le plus, c'est de vivre mieux. Cela étant une chose. Maintenant, pour moi, il y a une question qui est fondamentale. Est-ce que définitivement le peuple sénégalais ou la classe politique sénégalaise réussira à conjurer ce mauvais sort? On a vu
avec Diouf, on l'a vu avec Wade, on vient de voir ça encore avec Macky. Moi, franchement, je veux espérer que pour une fois, c'est-à-dire que, parce que dès lors qu'un mandat commence, c'est déjà la fin qui arrive. Tout ce qui a un début a également une fin. Mais comme dirait la parole publique, la fin de toute chose est plus importante que le début. Dès lors que le président entre en fonction, qu'il pense déjà au jour où il va déposer le tablier. Et pour moi, le défi, en plus du fait que les Sénégalais doivent vivre mieux, et ça sera toujours une quête permanente, quel que soit le système qui va se mettre en place, le défi pour eux serait que l'alternance se passe beaucoup plus dans le calme, beaucoup plus dans la convivialité, qu'on n'assiste pas à tout ce à quoi on a assisté là. Parce que de toutes les façons, j'ai l'intime conviction que ce soit Sonko ou Bassirou, il pouvait réussir à être président sans qu'on ne passe par tout ce par quoi le peuple sénégalais est passé là. On n'en avait pas besoin de faire tout ça avant qu'on arrive là. Puisque finalement, j'ai l'impression que c'est ce qu'on a Adama rejeté, c'est ça qui est finalement passé. Donc on pouvait faire autrement. Donc, en plus de la gouvernance, de la question de la gouvernance qui doit répondre aux aspirations de la majorité du peuple sénégalais, il y a aussi la question de l'alternance qui doit pouvoir, pour qu'une fois au moins les Africains, dans leur généralité, aient des comportements démocratiques beaucoup plus sérieux, beaucoup plus conviviaux, qui amènent beaucoup plus les gens à croire en ce que la démocratie reste toujours le même moyen pour finir sur cette question, Habib Adjahi, on va pas lire dans la mare à café, mais le plus dur commence. Maintenant, une fois élu, il faut faire face à ce qu'on a promis. C'est une question philosophique, une question bateau, puisque tous les présidents élus sont dans la même situation, mais il n'en demeure pas moins qu'au Sénégal, on ne peut plus particulier, au vu de la jeunesse de la population, au vu des incidents passés, au vu des grosses attentes qui ont présidé à cette élection. Comment vous entrevoyez les choses avec les éléments que nous avons aujourd'hui? Avec les éléments que nous avons, il n'y a pas d'incantation. Ils ont été élus sur la base d'un projet de société. Alors, on les attend là-dessus. On les attend là-dessus et pour faire court, ils doivent pouvoir élaborer un programme d'action de gouvernement très vite et commencer à se mettre au travail. Maintenant, pour l'essentiel, par rapport à la question, je voudrais surfer un peu sur ce que mon ami Julio dit. Quand mon ami Julio, il parle souvent des jeunes, vraiment, ça me fait quelque chose. Parce que nous, on a milité. Ce n'est pas facile de réunir 10, 20, 30, 40, 50, 60 personnes dans ce premier quartier, deuxième quartier, cinquième quartier, huitième quartier, dans deuxième, troisième arrondissement, etc., etc. Donc, du coup, comprenez que si nous parlons du Sénégal, vous voyez ce que c'est la jeunesse qui s'est levée au Sénégal pour donner aux Sénégalais l'alternance que vous avez vue là. Alors quand vous parlez des jeunes au Sénégal, ils suscitent la candidature, allez lire l'article 132 de la Constitution d'abord. Encore du moins, il n'y a nulle part au Bénin, aucun texte, ni dans la Constitution, ni dans le Code électoral, qui empêche les jeunes de se réunir et parle de leur volonté de dire je veux que X soit candidat, Y soit candidat. Quitte à la personne, nous avons vu quand même des gens se lever dans ce pays pour aller porter plainte à la criette et on a jugé pour avoir suscité leur candidature et on a demandé à ces jeunes-là de payer des millions. Je veux parler du ministre Robliard Wadaï. Donc ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Bon, alors non, excusez-moi. Bon, ça c'était pas juste pour susciter candidature. Je n'invente pas. C'était pas juste, il faut rectifier les faits, c'était pas juste la condamnation, l'objet, c'était pas suscitation de candidature, on a parlé d'harcèlement, c'est deux choses différentes. Bon, moi je ne suis pas juriste pour... Non, on n'est pas juriste, mais c'était la qualification du fait. Bon, maintenant vous pouvez continuer. Du coup, moi je pense quand même si les jeunes se regroupent et disent ou veulent que OB soit candidat, ils sont libres. Bon, c'est de leur choix. Ils peuvent le faire sans harceler. Ils peuvent le faire. C'est à l'autre de se sentir harcelé et de déposer plainte ou pas. Et je pense quand même que ça devait quand même orienter nos partis politiques à se dire voilà ce que veut aujourd'hui la jeunesse, le peuple. Parce qu'aujourd'hui, ils sont libres de dire que moi je veux que toi Xavier tu sois candidat demain. Quitte à toi d'être candidat ou de ne pas l'être. Encore que aujourd'hui c'est vrai, avec ce code. Habib Adjahi, ce que Julio dit, c'est que les jeunes prennent en charge leur... Moi, je comprends bien ce qu'il dit. J'ai partagé plusieurs fois le plateau avec lui ici. Oui. Donc, moi, aujourd'hui, c'est vrai que je suis
mi-jeune, et puis un peu dedans, un peu dehors. Mais néanmoins, nous avons travaillé. C'est ça que j'ai dit la dernière fois, je l'ai dit. Je ne sais pas comment, depuis quand il a commencé le militantisme, quand les gens travaillent, ce n'est pas facile. Les responsables, nos leaders savent que ce n'est pas facile d'aller mobiliser des gens, de faire du porte-à-porte, de réunir des gens, de réussir quand même à pouvoir les fidéliser et leur porter un message. Mais écoutez, vous pensez que ce sont ceux-là qui vont voter, les jeunes et les femmes aujourd'hui, particulièrement. Je voudrais finir pour dire qu'il est important que nos leaders apprennent à respecter les jeunes en politique. Et que, quand bien même le code électoral n'a pas mis de barrage pour ça, l'article 132 tout au moins a dit les partis politiques portent la candidature ou on a dit nulle part, je peux ou porter la candidature ou porter une test candidature. Moi, c'est la compréhension que moi j'ai du test. Voilà. C'est explicite, moi, dans ma tête, à moins que les juristes sortent pour me démontrer le contraire. Voilà. Je vous remercie. Je veux dire une dernière chose. Très rapidement, oui. Et vous savez, quand je parlais du PASTEF tout à l'heure, je veux faire appel à un cas, à un nom qu'on a insuffisamment cité, c'est Ousmane Sonko. C'est l'exemple même en fait du don de soi, parce que ça se transcrivait même dans la devise du PASTEF, c'est le don de soi pour la patrie. Vous voyez un peu, en fait, c'est une question de philosophie, une question de manière d'être en fait. Hein. Donc, quand les modèles, ce qui est modèle, ou bien quand ce qui se fait ailleurs est bon, il faut chercher à s'en inspirer. C'était un combat, non pas pour soi, on a compris finalement, mais un idéal que l'on poursuivait. Et donc, de sorte que lorsqu'on a mis tous les entraves sur le chemin de Ousmane Sonko, il n'a pas rechigné à se faire apporter en fait son deuxième, il y a cela un an, presque personne ne le connaissait, il était dans l'ombre en fait de Ousmane Sonko. Pour nous dire, est-ce que nous sommes capables en fait de dégager en fait une telle vertu, de nous effacer, d'accord, et de laisser place à l'idéal que nous cultivons avec d'autres. C'est pourquoi il me plaît, pour finir, de dire les leaders n'ont pas à respecter les jeunes. Il revient aux jeunes de s'autodéterminer. Il revient aux jeunes d'inspirer le respect et de marquer d'une certaine façon le respect. Ils n'ont pas à respecter. Aucune génération n'a à respecter l'autre. Chacun, en fait, prend ses responsabilités et s'affirme comme tel. Moi, je voudrais simplement, en fait, que nous copions, en fait, les bons exemples que nous voyons de l'extérieur. Ça peut donner l'émulation, ça peut nous donner quelque chose de merveilleux comme ce que nous venons d'observer du côté du Sénégal. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire sur cette question. On va passer rapidement au second sujet. Je reste avec vous pour introduire ce sujet parce que vous en êtes un spécialiste par ailleurs. Gestion du foncier. Le gouvernement vient de décider de suspendre la délivrance des ADC, ces actes de détention coutumière. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie ce nouvel arrêt? Moi, personnellement, j'ai eu à vivre des cas. C'est de la réalité des choses. Et on a l'impression que c'est insuffisamment dans la tête des gens ou dans le formalisme, c'est insuffisamment ordonné. De sorte qu'aujourd'hui, je ne trahis aucun secret, je ne vais pas rentrer dans le contenu. Quand vous voyez au niveau de la Cour spéciale des affaires foncières, il y a des éléments qui viennent. Quand vous allez souvent aux audiences, vous entendez. En fait, c'est quoi? Il y a dans le mécanisme, comment ça se passe pour les ADC. Il y a que, en fait, on établit dans chaque localité des comités villageois de gestion foncière. Oui. Lorsque vous achetez votre parcelle de terre non lotie, non recasée, donc qui n'existe ou qui ne figure dans aucun plan cadastrel au plan national, vous faites votre levée topographique, vous faites convention que vous faites enregistrer et vous déposez un dossier en fait d'ADC au niveau de la mairie. La mairie transmet ce dossier-là au comité de gestion, villageois de gestion foncière. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent sur le terrain simplement parce qu'on estime que ceux qui sont dedans ils connaissent suffisamment en fait le milieu, ils savent suffisamment s'il y a de litige sur tel ou tel domaine, ils savent l'historique en fait des domaines ou des parcelles. Ils viennent voir les questions de limitrophes, est-ce qu'ici il n'y a pas de problème. Donc ils font ce qu'on appelle un PV qu'ils renvoient à la mairie. La mairie, sur la base du PV qu'ils ont fait, établit l'acte. Mais il se fait que vous établissez un ADC sur une parcelle INS et que
ça revient encore sur la même parcelle parce que en fait, lorsqu'on fait, ce n'est pas répertorié en fait. Ce n'est pas répertorié comme on dit, comme on fait le lotissement où à chaque moment on a une référence. Sauf que sur le même domaine, en fait, on remarque que les contentieux fonciers, il y a beaucoup qui viennent là. Donc, il y a peut-être beaucoup de cessions sur la même parcelle et que les mêmes personnes vont aller faire des PV. C'est comme si il y a en fait une méconnaissance de la matière même foncière par rapport à ceux qui gèrent à la base en fait le comité. C'est notamment au niveau du comité villageois de gestion foncière. Et à côté de ça, il faut dire le travail des opérateurs géomètres qui est insuffisamment fait. De sorte que ce qui était une solution palliative pour pouvoir doter les présumés propriétaires d'un acte présomptif de propriété qui, d'une certaine façon, peut permettre en fait d'aller à la confirmation comme au titre foncier. On a remarqué que ça devient une source d'insécurité, aussi bien pour ces personnes-là que pour la communauté. Donc, ce qu'il doit faire, et aujourd'hui, comme je le disais en vous savez qu'au niveau des administrations, il y a des points périodiques qui se font sur la nature des affaires, sur la nature des contentieux. Donc, à un moment donné, on a rendu compte, sur la base d'une commission d'enquête diligentée, que véritablement, il y a difficulté. Il y a en fait beaucoup de mésintelligence au niveau, ce n'est pas toutes les localités, au niveau d'un certain nombre de localités. Et donc, pour mieux apprécier, ce n'est pas qu'on a, comme je le disais, ce n'est qu'une suspension. Lorsque l'autorité publique remarque qu'en fait mal donne dans la gestion d'un processus qui a été fait, il suspend pour mieux évaluer l'ampleur de la situation, pour voir en fait comment réorienter. Donc, c'est d'abord, non pas pour conclure, mais pour rassurer les uns et les autres que ce n'est qu'une suspension et c'est pour davantage mieux faire les choses. Voilà. Ça participe de l'assainissement des pratiques foncières dans notre pays. On sait que c'est un dossier assez... le foncier chez nous, c'est assez délicat. Il y a beaucoup de réformes qui ont été engagées. C'est vrai que ça donne l'impression d'un yo-yo perpétuel, d'un chamboulement constant. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est pour la bonne cause? Évidemment, il faut reconnaître que l'un des secteurs où le régime en place a quand même opéré a pris pas mal de mesures, c'est dans le domaine du foncier. Et tout ce qui est fait vise, en tout cas dans l'idéal, essentiellement à sécuriser l'investissement de ceux qui arrivent quand même à s'octroyer un lopin de terre quelque part. C'est un investissement après tout, donc il va falloir sécuriser. Et on sait tous les problèmes que nous avons connus par le passé qui sont liés au domaine foncier. Il ne fallait pas que ça continue comme ça. Maintenant, si dans la mesure qui est prise en tant que gouvernant, parce que ce qui détermine vos actions, c'est votre clairvoyance, si l'on se rend compte que cela a des limites, ou bien qu'une solution trouvée aujourd'hui pose encore d'autres problèmes, ou bien devient encore un problème demain, je pense qu'il faut avoir le courage nécessaire, comme cela est fait là, il faut savoir s'arrêter et prendre une pause, jeter un regard objectif sur la chose et voir dans ce que l'on fait là, si ce n'est pas la meilleure méthode. Je pense qu'il faut simplement revoir ça et c'est ce qui est en mesure d'être fait. Pour moi, il n'y a même pas, comment je vais dire, il n'y a pas d'état d'âme, j'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. C'est qu'une suspension, comme on l'a dit. Et quand on va évaluer, on va se rendre compte que ce qui est sûr, il y a des manquements. Ça ne tourne pas en rond. Si ça tournait en rond, les problèmes qu'on évoque là ne vont pas continuer d'être présents. Donc, faire une pause, s'assurer que la formule que l'on voulait employer est la formule la plus adéquate. Il n'y aura pas de meilleure formule. La plus adéquate, c'est quelque chose de vraiment nécessaire dans une gouvernance et prendre la décision qu'il faut au moment où il le faut. Je crois que c'est quelque chose de salutaire. Le plus important, c'est que ce qui viendra après permette effectivement d'avancer et de sécuriser l'investissement de ceux qui ont investi dans le foncier. Une manière de redonner toute son importance à cet acte qui est devenu en quelques années un acte important de présomption de propriété qui a dans les zones rurales, dans le pays. Oui, il est nécessaire quand même que l'État puisse prendre ses responsabilités et jouer son rôle. Et je crois que c'est ce que l'État est en train de faire en sorte que le Béninois, sur son lopin de terre, puisse se sentir sécurisé, sûr, et être rassuré effectivement que
l'État qui est garant de la sécurité de tout et chacun des biens et des personnes, que l'État fasse ce qui est de son pouvoir pour pouvoir lui donner des biens sécurisés, des parcelles sécurisées. Nous savons aujourd'hui que la terre est source de problèmes ici au Bénin, chez nous, un peu partout en Afrique, mais particulièrement au Bénin. Et le gouvernement a à cœur cette préoccupation et se donne le meilleur de lui-même pour permettre à ce que, à travers l'administration et les actes qu'il met à notre disposition, que nous puissions avoir des actes sécurisés et être sûr de ne pas acheter des domaines à polémique. Qu'est-ce qu'on peut dire pour clore? On attendra que cet acte soit qu'on sorte de la suspension, parce que ça a créé, comme vous pouvez vous en douter, un vent de panique chez les propriétaires. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'actes qui ont été dictés en un laps de temps assez court, beaucoup de pièces qui ont été demandées qui sont demandées désormais aux propriétaires, en tout cas ceux qui achètent des parcelles. Est-ce que cette suspension n'est pas de nature à perturber quelque peu la confiance, en tout cas cette confiance que les citoyens ont de nouveau dans ces procédures foncières? Non, ça doit renforcer davantage la confiance, parce que ceux qui s'y adonnent doivent se rendre compte qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne vont pas. Je vais relever deux choses. La première chose, c'est, vous savez, il y a des pratiques. Vous savez, ça là c'est quotidien. Vous achetez un lopin de terre ou un domaine, ou en voulant même acheter, les gens vous font savoir qu'il y a problème là. C'est-à-dire que oui, il y a quelqu'un qui est en train de discuter ou ainsi de suite, il y a un vent. Et on vous dit, lorsque vous achetez, bon, il faut vite le faire et vous allez vous presser pour faire les formalités, notamment d'ADC. Lorsque vous avez ADC, les autres n'ont rien. Vous avez un papier en votre nom. Alors qu'en vérité, l'ADC, c'est comme les formalités, je vous parlais de procès verbal, de descente de terrain maintenant, parce qu'au niveau des mairies, ce qui était prévu, c'est qu'il y a une formalité de publication. Si vous avez fait une demande d'ADC dans telle zone, la mairie doit avoir un tableau, d'accord, qui fait une publication, d'accord, des différentes demandes d'ADC. On peut supposer, c'est ce qu'on suppose, que en fait cette publication vaut pour tout le monde, vaut de ce que toute la population, la communauté est informée, alors que ce n'est véritablement pas le cas. L'autre chose, c'est que lorsqu'on vient au terrain, sur le terrain pour le PV, ça doit être public. C'est-à-dire les conseillers locaux sont informés, ainsi de suite, et donc ça attire l'attention. Mais des fois, les gens rentrent, restent peut-être une personne dans le comité, c'est le dossier dont il est question, donc on reste dans les 4 murs d'une chambre et on fait le procès verbal à l'insu de tout le monde. Donc, je peux dire, l'ami dit, vous avez une parcelle par exemple sur laquelle vous n'avez pas encore fait de formalités, mais vous découvrez fortuitement que quelqu'un d'autre avait déjà fait ADC sur cette parcelle. Vous avez même quelqu'un sur la parcelle, mais vous vous étonnez de ce que, mais comment on a pu faire tel acte sans que on ne soit informé. Donc, ces cas-là sont revenus plusieurs fois. Aussi, il y a des actes de corruption dedans. Le PV en question, lorsque vous déposez pour certaines localités, c'est 25 000 francs. Lorsque vous déposez, normalement, vous n'avez plus rien à payer. Mais quand vous venez, les autorités locales, le comité dit, avant de descendre sur le terrain, vous devez payer, pour certains c'est 2 000, pour d'autres c'est 5 000. Et si vous n'êtes pas disposé à payer 2 mois, 3 mois, 4 mois, votre dossier ne sera jamais programmé. Vous faites des relances au niveau de la mairie vous dira que c'est au niveau du comité. On vous donne même le numéro, le contact du chef du village, ou bien du président du comité, mais rien n'y fait. Vous devez vous résoudre à payer ces frais-là, qui en vérité n'existent nulle part. Vous aviez déjà tout payé au niveau de la mairie. Donc, beaucoup de ces cas de corruption ou de mauvaise gestion ou des actes qui n'ont pas, pour faire diminuer un peu d'une certaine façon les cas de contentieux, mais qui les enveniment davantage d'une certaine façon. Et comme je disais tantôt, lorsque de ces cas sont avérés, l'autorité ne prend que ses précautions. Maintenant, il y a à ce que les gens doivent être rassurés. Rassurés de ce que quand vous lisez le communiqué conjoint, tous les actes, toutes les demandes d'ADC en instance, le point est fait,
Donc, je peux dire d'une certaine façon qu'il doit avoir un mécanisme particulier de traitement ou bien de gestion. Donc, tous les points des ADC, des demandes d'ADC en instance sont faits, sont répertoriés. On verra l'importance. Peut-être que, au regard de l'importance, ça peut susciter en fait d'autres décisions. Est-ce qu'il faut gérer ces cas-là en instance d'abord, avant maintenant, davantage de réformer ou bien de statuer sur les réformes nécessaires par rapport à ce document-là? C'est essentiel parce que vous savez, il y a des statistiques. Les terres ruraux en termes de sont plus importantes que les terres urbanisées. Donc, on délivre plus d'ADC que d'attestation de recasement, par exemple. Donc, véritablement, c'est comme si, moi je n'ai pas les chiffres, mais c'est comme si les 2/3 du Bénin, c'est ADC et peut-être que la seule partie, l'ADC. Donc, pour dire, en fait, nous avons encore beaucoup de défis, beaucoup de travail, beaucoup de défis à relever en matière foncière, et ça ne peut pas réussir, en fait, sans la collaboration des populations, parce que quelles que soient les réformes que l'on fait, et que les hommes, les individus qui sont chargés de les appliquer ou bien dans la formalité ne les intègrent pas, on aura toujours en fait ces velléités-là. Merci, Julot Dometi. Je rappelle que vous êtes analyste politique et juriste et gérant du cabinet juriste et associé. Mohamed Liamidi, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Habib Adjaï, acteur politique. Merci, mesdames et messieurs, nous en avons fini pour nos échanges de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien évidemment, comme à l'accoutumée, retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube Télé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook Télé en direct, notre compte X Télé Live, et retrouver et nous suivre bien évidemment via notre application Télé Bénin Télé avec vous pour